Bonjour à tous, c'est le chroniqueur. Aujourd'hui, on se plonge dans le deuxième roman de la série L'hérésie d'Horus, Les Faux Dieux. Mais avant ça, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil aux vidéos qui traitent de l'introduction à l'univers et aussi du premier roman. Comme ça, vous saurez à peu près de quoi on parle. C'est toujours un peu mieux. D'ailleurs, comme dit le proverbe, un viewer averti en vaut un. Sur ce, bon visionnage. Les Faux Dieux donc. Les Faux Dieux est le deuxième roman de la série, sorti en 2008, et c'est également le deuxième roman du premier arc, l'arc qu'on qualifie de fin de la croisade. Dans cet arc, on suit toujours Garviel Loken, ainsi qu'un événement majeur qui va se produire, qui va changer le destin de la galaxie. Mais avant que je vous en parle, faisons un petit point sur les personnages. On retrouve donc Garviel Loken, qui est le personnage central du premier roman, mais c'est autour d'un autre personnage que tout va se passer. Ce personnage n'est rien d'autre que le maître de guerre en personne. A noter également la présence dans ce livre des primarques Fulgrim, Angron et Magnus, qui commandent respectivement les très arrogants Emperor's Children, les enragés World Eaters et les savants Thousand Sons. Quand on descend dans la hiérarchie, on retrouve bien sûr les 4 membres du Mournival, c'est-à-dire Loken, Aximand, Abaddon et Torgadon, mais également un autre capitaine, Sekar Tarkot, qui lui est surtout et avant tout maître de la loge guerrière. Il y a également le chapelain Wordbearer Erebus, et enfin l'écuyer d'Horus Malogurst et Acton Cruz, le malentendu. Si on descend encore un petit peu dans la hiérarchie, mais pas forcément dans l'importance vis-à-vis de l'intrigue, on retrouve littérateur Cinderman, les commémoratrices Oliton et Killer, ainsi que les princeps et moderati primus du titan Dies Irae. Tout ce beau monde est mobilisé pour lutter contre un seul homme, Temba, qui est le gouverneur impérial de la planète Davin, qui a été corrompu par le chaos, et dont les hommes ont été transformés en zombies. C'est con. C'est à peu près tout pour les personnages, passons maintenant aux différentes factions. We are back in control. Force them to surrender. Take what is ours. En ce qui concerne les factions, attention, tenez-vous bien, car c'est encore plus folklorique que dans l'épisode précédent. Il faut suivre, les Luna Wolf sont devenus les Sons of Horus, en hommage à leur primarque. Alors, le Mournival est toujours présent, tout comme les loges, les commémorateurs, etc. et Viadiken. Mais par contre, il faut saupoudrer tout ça à l'arrivée des forces du chaos, entre autres Norgul qui est responsable de la zombification de Tomba et des autres déviances. Tout ça sans compter sur Magnus qui est ici pour servir ses propres intérêts. On rencontrera également la Légion des Wordbearers, qui est menée par Lorgar. Alors, à mon avis, la Légion des Wordbearers est une légion à mon sens assez inutile sur le plan militaire. Pas sur le plan historique où ils ont quand même une grande importance, mais sur le plan militaire. Dans ce sens où on ne leur connaît pas vraiment de grande spécialité, si ce n'est d'être des fanatiques religieux, considérant l'empereur comme un dieu, et dont l'ancienne foi sur laquelle ils basent leur dogmatisme est clairement inspirée par les puissances de la ruine. Idest les chaoteux. Todo, c'est con. Passons donc à l'histoire. Horus part donc à la tête de sa légion pour la petite lune de Davin, afin de rencontrer les Wordbearers sur cette planète qu'il avait conquise ensemble il y a 60 ans, et laissa entre les mains du gouverneur. Sur place, il découvre des cadavres des soldats de la 63e flotte de l'époque, et aucune trace de Tomba. En gros, rien ne se passe comme prévu, et ça, les Space Marines, ils n'aiment pas beaucoup. Ils lancent alors l'assaut sur des rebelles sur une des lunes de Davin, et là, les corps des morts se relèvent en mode « zombie veut cerveau », ce qui donne lieu à de multiples bastons. Horus se bat contre Temba qui refait surface, avec entre autres l'Anathame en sa possession, qui était l'arme volée à l'Interrex dans l'épisode précédent. Étrange. Horus le tue, mais est gravement blessé. Là, une peur panique s'empare des Sons of Horus, qui leur apprécie donc sur son vaisseau. La nouvelle a circulé dans la flotte, et les civils se massent par milliers pour voir le primarque qui a chu. Les Space Marines taillent donc allègrement un passage à travers la foule. Littéralement, ils tuent tous ceux qui gênent le passage de la civière d'Horus, le sang des mortels lubrifiant les pivots des roulettes. Horus est déclaré incurable. Alors, Erebus propose de le déposer dans un temple de la loge du serpent sur Davin, qui aurait le pouvoir de le guérir. Cette décision ne fait bien sûr pas l'unanimité, car il s'agit quand même d'un acte religieux proscrit, irrationnel, mais bon,
C'est un dernier espoir, et finalement Horus est placé et enfermé dans ce temple. Pendant ce temps-là, Loken découvre que c'est Erebus qui a volé la Latam et qui l'a donnée à Temba. Durant son séjour dans le temple, Horus va avoir des visions qui vont lui être inspirées par Erebus et par les dieux du chaos pour tenter de le corrompre. Il va également recevoir la vision de Magnus le Rouge qui tentera de le convaincre de la corruption qu'on essaye d'installer en lui, brisant pour ce faire le traité de Nicaea l'empêchant d'utiliser la magie. Horus finira par sortir du temple quelques jours plus tard, complètement guéri et bien décidé à mener ses troupes à la guerre. Mais contre qui? Ça, on le verra dans le prochain épisode de l'Hérésie d'Horus. Si cet épisode vous a plu, laissez un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. À mercredi pour une nouvelle vidéo.